savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes de presse avec Cybèle Olivier. Salut Cybèle. Salut Alex. Oui, avec le Journal de Montréal tout d'abord qui revient sur une situation qui a ébranlé le Québec il y a quelques années. Le fameux vol de données chez Desjardins. Donc, le texte principal s'intitule 10,80 par profil vendu. Donc, c'est un texte du bureau d'enquête qui nous parle de ces hommes qui ont volé donc les données chez Desjardins. Il nous parle entre autres de Juan Pablo Serrano et de Maxime Paquette qui, eux, depuis juin, ont été arrêtés et sont recherchés par le Québec. Parce qu'il y a un homme qui a déjà été arrêté, Sébastien Boulanger Dorval. Il était accusé au mois de juin et lui, donc, avait été accusé d'être l'employé chez Desjardins qui avait donc volé les données. Oui. Mais ces deux hommes-là seraient des complices et sont toujours en cavale. Donc, le bureau d'enquête a pu consulter certains des documents qui n'avaient pas été révélés par l'enquête de la Sûreté du Québec. Et donc, ce qu'on sait, c'est que ces deux hommes-là, donc je le disais, sont en cavale, ont vendu des profils sur Internet et que donc l'ASQ avait même tenté d'en acheter sur le dark web, avait réussi très facilement à se procurer plusieurs donc profils de ces clients-là de Desjardins. Il parlait de l'achat de 261 profils de Québécois qui ont payé en Bitcoin. Ils ont même réussi à négocier avec ces criminels-là qui vendaient toutes ces informations-là en lot. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on le rappelle a mis un énorme impact sur la vie de plein de Québécois qui se sont fait voler leur nom, leur numéro d'assurance sociale, leur téléphone. Donc, je suis sûre que tu connais plein de personnes à qui c'est arrivé. Moi, j'en connais. On a tous quelqu'un près de nous qui a encore, peut-être maintenant, mais surtout dans les 2 dernières années, avait encore des coups de ça. Donc, un texte intéressant à aller lire que je vous invite à voir en tête du Journal de Montréal. Ouais, puis c'est surtout ce qui est intéressant dans un texte comme celui-là, c'est que ça nous permet de lever le capot. Lever le capot du véhicule du vol de données, en général. D'aller voir comment ça fonctionne, la mécanique chez les voleurs. Comment on procède, comment on opère, puis surtout, pourquoi on vole des données. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas clair dans l'esprit de n'importe qui, dans le grand public, là, puis avec raison. Pourquoi on volerait des données? Qui me volent mes données, que cette entreprise-là me prenne les données, ça donne quoi? Hein? Oui. Qu'est-ce que ça donne, mes données? Puis je comprends, parce que après d'abord, on n'a pas grande idée. En gros, se faire voler ses données, oui, c'est se faire exposer à de la fraude. Oui, c'est se faire exposer à du vol d'identité. Oui, c'est se faire exposer à une fraude bancaire. Tout ça, c'est vrai. Mais encore plus loin que ça, c'est que des données comme celle-là, ça vous permet de devenir une cible de marketing absolument magnifique. Ça permet à des gens qui ont vos données, qui ont vos habitudes de consommation, qui ont tout ce que vous faites dans vos consommations quotidiennes, de mieux vous vendre des produits, de mieux vous cibler. Pas pour rien que les entreprises, puis les sites, puis tout ce qui est logiciel gratuit, là, c'est jamais vraiment gratuit, gang. Pokémon Go, c'était pas vraiment gratuit. Je veux juste le rappeler. Là. Les gens qui jouaient à Pokémon Go se faisaient miner leurs données, puis j'en fais partie. Là. Mais on se faisait driller nos données, puis tout extraire, tout ça. Puis, hey, tes données de localisation GPS, ça vaut une fortune, tout ça. C'est que ça montre exactement où tu vas, quand, comment, combien de temps tu passes à tel endroit, dans tel commerce, dans tel lieu précis. Ça, c'est de l'or en barre pour des compagnies. Puis dans le texte aussi, il disait que justement, c'est certains qui sont encore des fraudeurs. Ils sont pas certains si c'est ces deux-là, mais bref, on pense que c'est ces deux hommes, ou du moins peut-être Sébastien Boulanger et d'autres avaient demandé une rançon de 3 millions de dollars pour avoir accès à toutes, pour redonner accès à Desjardins à ces données-là, ou du moins leur redonner. Alors peut-être que c'est ça aussi. Nous, on se fait voler nos données, puis en même temps, les fraudeurs essayent de cirper de l'argent, ce que Desjardins n'a pas fait, évidemment, n'a pas donné cet argent-là aux rançons. Ben oui, avec raison. C'est comme la célèbre phrase, on négocie pas avec les terroristes, mais on ne donne pas de rançon à des gens qui t'exploitent avec un rançon logiciel ou autre. Ce qui est difficile. Là. Il y a des entreprises, des fois, qui payent, qui disent pas un mot parce que sinon, toutes leurs données sont verrouillées dans l'entreprise. Puis là, quand on parle de système interne, c'est pas une bonne idée, mais on peut comprendre. Il y en a qui sont vraiment paniqués. Pour ce qui est de Desjardins, Desjardins aurait payé leur rançon, puis les données se seraient vendues quand même sur le web. Je veux dire, ils sont copiés, sont clonés 20 millions de fois s'ils veulent. Là. Ils peuvent tout vendre ça sur le dark web après ça. On vous les redonne. T'sais, c'est pas comme d'aller voler un tableau dans un musée. Là. C'est pas ça, un vol de données. T'as ça, tu le copies, c'est parti dans l'univers, c'est terminé. Là. C'est pas pour rien qu'il y a des systèmes de cybersécurité qui doivent devenir de plus en plus étanches au Québec.
On n'arrête pas de dire qu'on est la Mecque, la capitale dans le monde des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, du jeu vidéo. Mais maudit qu'en cybersécurité, on n'écoute pas les experts qu'on a dans notre propre société. Puis ça m'enrage. Des gens comme Patrick Mathieu du Hackfest, des Steve Waterhouse, des experts en cybersécurité, des Paul Vigé, c'est des gens qui, ici les Paul Laurier plutôt de Vigitech, c'est des gens qui connaissent le milieu, qui connaissent la game, qui savent comment ça marche. Puis pendant ce temps-là, on a un ministère de la cybersécurité et du numérique au Québec qui saigne des employés. Il y a une hémorragie là, d'expertise à l'interne. Les gens s'en vont, quittent le ministère, sont écœurés d'être là, d'être avec des fonctionnaires qui, je les cite, là, comprennent rien à comment ça fonctionne, la cybersécurité. Ils sont avec des gens qui prennent des idées puis des grandes orientations, mais qui ne savent pas comment protéger efficacement nos données, comment protéger efficacement nos systèmes. Puis ça, ben, ça va demeurer, selon moi, une grosse lacune du système québécois. Ça va devenir... avant de s'améliorer cette situation-là, ça va empirer. Puis si, prochaine fois, c'est les hôpitaux, c'est le ministère de la Santé. C'est à ça que je pensais aussi. Exact, c'est le ministère du Travail, c'est le ministère de l'Éducation, c'est le ministère de la Justice qui se fait pirater. Là, on va se retrouver dans... J'allais dire on va se retrouver dans le chenoute, mais tu vois, je viens de penser. Le ministère de la Santé, on est correct. Les données sont pas toutes numérisées. Ben c'est ça, pas encore. C'est encore du papier. On a encore le temps, je pense, de prendre des bonnes décisions. Ah, ben et à écouter voilà. nos experts. Hein? Maintenant, on va envoyer là, de la fraude comme ça, on va faire ça par fax. On va envoyer ça à d'autres fraudeurs. Là. Fais 200 000 photocopies là, de ces données-là, vite. Tu vois, c'est un peu plus difficile dans ce temps-là, au moins. Tout savoir en 24 minutes. Le Devoir ce matin nous parle des fraises, les fraises québécoises contre la fraise américaine. C'est un texte de Jean-Louis Bordelot. Donc, Jean-Louis Bordelot s'est entretenu avec Michel Pitre de la ferme des Pitres. Donc, c'est rendu une des plus grandes fermes de producteurs de fraises au Québec. Donc, en 8 ans d'expérience, là, ils ont pris le marché d'assaut. Et il explique qu'eux, ils ont commencé à avoir une certaine stratégie où ils veulent que les fraises québécoises soient les fraises les plus vendues sur notre marché ici. Puis comment ils ont réussi à faire ça, eux, de leur côté? Mais ils se disent... On va pas aller voler la place des petits producteurs un peu partout au Québec qui viennent dans les marchés locaux. Nous, on va plutôt aller dans les Costco de ce monde. Donc là, ils ont réussi à aller vendre dans les Costco canadiens. Donc, eux, ils prennent cette part de marché-là, mais ils sont contre les gros producteurs de la Californie, entre autres. Donc, c'est un peu compliqué de vendre ça, mais finalement, ils réussissent très bien à s'en sortir. Et surtout, cette année, on a appris que c'est une très bonne année pour les fraises, comparé à l'année passée où on se rappelle, il y avait eu des pertes et des pertes qui avaient perdu. Il y a certaines compagnies qui nous disaient qu'ils avaient perdu près de 50% de leur récolte. Mais là, maintenant, cette année, ça va bien. Et M. Pitre, donc, de la ferme en question, dit que oui, c'est une question de maintenant, pour réussir à en produire autant, mais il faut surtout avoir beaucoup d'innovation. Ils disent avoir mis environ 300 000 chaque année en recherche et développement. Mais ils n'oublient pas de nous dire, attention, c'est quand même la main-d'œuvre aussi qui fait qu'on est capable d'avoir des bonnes fraises au Québec. Eux, ils ont carrément un village là, sur leur terre de travailleurs étrangers, majoritairement des Mexicains. Ils en ont 650 avec eux cette année qui sont là. Wow. Donc, on voit certaines images dans l'article où on voit vraiment les cabanes qui sont comme des petits bungalows où ces travailleurs mexicains-là viennent. Il dit, le journal s'est entretenu avec certains des travailleurs en leur disant, est-ce que vous êtes bien? Avez-vous des bonnes conditions? Il disait que c'est pas tout le monde qui s'entend sur oui à 100%, mais la majorité parle d'un salaire qui est démesurément plus gros. C'est le bon mot. Mais tu sais, on parle de comme 15 à 16 $ de l'heure, alors que là-bas, des fois, c'est des 3 $ de l'heure qu'ils sont capables d'aller chercher. Donc, ils nous parlent de ça en nous expliquant qu'on va continuer à avoir des bonnes fraises au Québec, mais il faut encourager nos producteurs locaux. Ça, comme la Californie, je le nommais tantôt, mais la Floride aussi, qui sont les gros joueurs. Mais nous, ici, au Canada, le Québec, on est les meilleurs, puis on est les plus gros. Donc, il faut continuer à les encourager. Ben oui, absolument. D'où l'importance de regarder la provenance de certains aliments que vous prenez. Là. Quand vous avez l'occasion, là, surtout si vous êtes des gens qui aiment magasiner un peu leur nourriture, là, vous regardez les circulaires, vous regardez les rabais et tout, regardez la provenance de vos aliments. Regardez ce qui vient du Québec. Puis, si ça reste là, dans la même gamme de prix, à prix égal, consommez québécois. Pensez aux gens d'ici, pensez à nos industries, en plus, qui en ont tellement arraché, tu l'as dit, là, d'un petit producteur de petits fruits. C'est pas drôle, là. Les récoltes qu'ils ont perdues, puis règle générale, l'agriculture au Québec dans les dernières années, les récoltes, ça n'a pas été jojo. Là. Il y a certaines industries qui commencent, elles, à mieux se développer, mais tout ce qui est changement climatique puis climat plus extrême, ça vient détruire des cultures. Là. Ça, c'est qui? À peu près la seule industrie au Québec ou presque en agriculture qui sont bien contents que les changements climatiques arrivent. Qui? L'industrie du vin.
Ah bon? Ouais, les gens qui ont des vignobles au Québec, le climat, plus il se réchauffe, plus il devient comme, pas méditerranéen, mais de plus en plus comme tempéré ici au Québec. Ça permet que dans le sud de la province, on soit capable là, de cultiver des vignes. C'est dans ces climats-là que les vignes perdurent le mieux. Puis plus les années vont avancer, plus on va cuire. Là, je suis désolé de le dire comme ça. Mais meilleur va être le vin québécois. Ouais, mais ça nourrit pas grand monde du vin. Je me suis obstiné avec ma blonde récemment que c'est dans le groupe alimentaire des fruits. J'aimerais... Non, mais je pose la question. La bière, c'est-tu des céréales? Puis est-ce que du vin, c'est des fruits? Je pense que ça pourrait être la question du jour pour Isabelle Huot. OK, mais regardez, je charge nos chers collègues. Transmettez ma requête à Isabelle un peu plus tard à son épisode, s'il vous plaît. Est-ce que du vin, c'est considéré comme ma portion de fruits du jour? Si Madame Huot, si Isabelle, l'experte en personne, me répond oui, ben là, ma blonde, elle va être dans le tort, puis pas à peu près. Tout savoir en 24 minutes. On parle sans arrêt des élections américaines, mais il y a Radio-Canada aujourd'hui qui a décidé d'avoir un angle qui est un peu le fun par rapport aux élections, qui nous parle de Kamala Harris, donc candidate à l'élection présidentielle. Il nous en parle un peu qu'un angle différent, le rôle des mimes et le rôle d'Internet dans sa campagne électorale. Donc, il nous parle de ces textes, de ces images. T'sais, mimes, on sait un peu tous c'est quoi, mais je vous rappelle peut-être si vous êtes plus certains, on va utiliser de façon humoristique ou par dérision des images, des vidéos, soit de citations que des personnes de qui on veut rire ont dit. Et donc, on va tourner en dérision. Ben, Kamala Harris sera en train de se réapproprier plusieurs des mimes qui circulent sur elle depuis un certain temps. Donc, depuis le départ de Joe Biden, elle s'est réapproprié certains de ces mimes. Donc, je vais vous en montrer un en premier. En fait, c'est un extrait d'elle qui a quelques mois qui parlait de sa mère, puis c'était une citation en particulier sur les cocotiers. Là, vous allez peut-être comprendre après, quand vous allez voir sur Twitter, par exemple, sur X, en fait, circuler, quand vous allez voir des petits palmiers qui vont être apposés à côté de certaines des publications pour encourager, ben ce cocotier-là, ce palmier, c'est en lien donc avec cette citation-là que vous allez entendre il y a quelques semaines déjà, quelques mois. My mother she would give us a hard time sometimes, and she would say to us, I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live. Ouais, de ce que je comprends, c'est un peu comme c'est comme la pomme tombe pas loin du pommier, qu'on dirait ici. Oui, c'est ça. Puis elle avait dit, c'est ça exactement. Puis elle avait repris cette phrase-là. Bon, c'est un peu sans importance en soi, mais on avait beaucoup tourné au ridicule Kamala Harris à ce moment-là. Puis là, aujourd'hui, elle se l'est réappropriée. Et voilà, le symbole de cocotier, comme je le disais, redevient un symbole d'appui pour Kamala Harris. Donc, sachez-le quand vous allez regarder ça sur vos réseaux sociaux. Et il y a un autre aussi truc que vous allez voir beaucoup circuler, cette image verte flash, verte lime. Ouais, le Brad Summer. Brad Summer, Kamala is Brad. Ben, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est aujourd'hui. C'est encore une fois tiré du texte de Radio-Canada. Donc, vous pouvez voir l'extrait. Donc, je vais parler un peu par-dessus parce que c'est un peu sans importance ce qu'on entend. Mais ce que vous devez retenir, c'est le mot Brat et c'est la couleur verte. Là. Et l'écriture, la façon que c'est fait, c'est vraiment l'image qu'on a tirée donc de l'album de Charlie XCX, donc XCX, qui est une chanteuse donc qui nous vient d'Angleterre. Elle a un album à succès qui est sorti là, il y a quelques temps, mais déjà en 2024, qui s'appelle Brat. Bon, je vais juste vous expliquer ce que ça veut dire selon ce que la chanteuse disait. On parle d'une fille un peu désordonnée, une fille qui aime faire la fête. On dit aussi en traduction directement là, un peu plus cru, on dit une morveuse ou bon, bref. Ouais, une petite baveuse. Une petite baveuse. Moi, c'est le même que je le traduirais. Bon, là, voilà, c'est un Brat, très bon terme. Être un peu baveuse, une petite baveuse. Ouais, ben c'est ça. Puis l'image donc de marque de l'album a été repris au début pour soutenir Kamala Harris. Et là, maintenant, c'est rendu vraiment une façon de publier puis de renforcer sa campagne. Puis là, elle l'utilise. Ouais. Puis sais-tu à quoi ça me fait penser, Alexandre? Barack Obama en 2008, qui lui aussi a été le président qui a su utiliser les réseaux sociaux pour aller chercher l'électorat plus jeune. Donc, encore une fois, est-ce que les démocrates se réapproprient les réseaux sociaux, peut-être pour faire compétition à Donald Trump, qui on sait a été un run-marée des réseaux sociaux et des mimes. Ils ont utilisé avec
avec tweet après tweet, ça a été une force pour lui, ou du moins ça a rassemblé les gens autour de lui. Et bien là, Kamala Harris est en train de faire ça beaucoup plus que ce que Joe Biden a pu le faire. Donc, est-ce qu'ils sont en train de se réapproprier les réseaux sociaux? Alors maintenant, c'est ce que vous allez voir un petit peu pour elle jusqu'à l'élection. Ben oui, puis pour revenir à l'album de Charli XCX, là, Brat, c'était déjà en soi un mème. C'était déjà un meme sur l'Internet. Puis la couleur de l'album, comme tu le dis, c'est le vert fluo, le vert lime, comme ça. Moi, je connais des gens là, dans mon entourage même qui déjà faisaient des blagues avec ça en disant « It's Brat Summer hein? ». C'est l'été Brat. Cet été, c'est l'été associé à cet album-là. Puis on écoute en boucle cette musique-là en faisant, pas des mauvais coups, mais juste en faisant de l'attitude. En se trouvant coquin. Voilà, en se trouvant coquin, en faisant de l'attitude. Fait que c'était déjà un gag. Puis là, c'est que tu superposes cette image verte-là avec, en plus, Kamala Harris, qui a comme plein de vidéos d'elle qui danse avec des électeurs ou des groupes de danse aussi ou ça. Puis ça donne l'espèce de résultat de comme « OK, c'est reparti la campagne ». Puis évidemment que ça dynamise bien plus qu'avec Joe Biden. Est-ce que Joe Biden peut mettre une vidéo de lui qui danse? Mais non. Il était rendu tellement diminué physiquement qu'il avait de la difficulté à marcher jusqu'à son podium pour aller livrer un discours. Après ça, tu pouvais pas lui donner une apparence de jeunesse. Là, je suis certain qu'on carbure non seulement à ça, parce que c'est des mimes qui vont rejoindre une jeunesse, peut-être des nouveaux électeurs, des gens de 18 ans qui n'ont jamais voté, puis qui sont peut-être pas non plus sur tous les radars politiques en ce moment. Fait que ça, c'est déjà une bonne récupération. Comme tu le dis, c'est que les mimes puis tout ce qui est viral sur Internet, les deux camps l'utilisent. Les républicains en ont beaucoup profité, puis ils vont réutiliser beaucoup toutes sortes de formats. Là, sur Joe, ils en ont fait un, puis 1000 là, des memes sur vieux Joe, Joe's got to go, it's Joe over. J'en ai vu en maudit de tout ça. Là. J'en ai vu partout depuis des mois qui circulaient. Là, j'ai l'impression qu'avec des memes comme ceux-là, on va rejoindre encore plus jeunes. On va chercher vraiment des gens qui sont pas nécessairement toujours acquis aux démocrates. On pense que les jeunes votent plus démocrates, votent plus à gauche, mais c'est pas nécessairement acquis aux États-Unis. Il y a vraiment une résurgence de cette jeunesse de droite, voire très à droite, conservatrice, religieuse, évangélique. Ça existe, ça aussi. Là, d'aller rejoindre du monde là-dedans avec des mèmes puis des rapports avec des albums de musique qui sont populaires chez les jeunes en ce moment, effectivement, c'est très habile de leur campagne. Mais ça l'amène au premier plan, évidemment, puis c'est ça lui fait connaître, qui, elle, a peut-être peu de temps, pas peut-être, mais un peu de temps pour vraiment se faire valoir et aller chercher l'électorat, donc d'associer ça à un mouvement que les jeunes voient énormément, mais ça l'amène au premier plan et ça l'amène aussi voir certains de ses extraits, de ses présentations, de ses prises de parole publiques, que les jeunes vont peut-être être amenés à écouter plus de cette manière-là et donc avoir une opinion politique un peu plus formée que ce qu'ils connaissent déjà. Donc voilà pour Kamala Harris et le Brat Summer. Tout savoir en 24 minutes. Et je termine avec un article de la presse qui parle donc de Montréal. Montréal qui continue de ne pas aller bien en question en matière de violence. Donc, le titre de la chronique de Maxime Bergeron qui fait la une ce matin, « Des petits airs de Far West ». Donc, lui, en fait, nous explique qu'il était dans une SAQ récemment sur le plateau Mont-Royal. Il est rentré dans la SAQ, puis en dedans de 20 secondes, il y a quelqu'un qui un sans-abri qui s'est présenté, qui a volé une bouteille de phare, puis qui est sorti. Tout le monde l'a un peu regardé faire en se disant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. Le temps que tout le monde réagisse, il était sorti. Personne n'a voulu réagir. Puis quand Maxime Bergeron leur a demandé, vous faites rien, ils ont dit non, on veut pas risquer de se faire assommer carrément parce que c'était déjà arrivé que certains des employés s'étaient fait donner un coup de bouteille par un sans-abri, peut-être intoxiqué, peut-être que non. Et donc, ils ne réagissent pas. Moi-même, j'ai déjà vu une situation comme celle-ci, pas loin d'ici, dans une épicerie, où quelqu'un est parti avec un sac rempli. Et tu voyais la caissière qui n'était pas habituée à se dire mais qu'est-ce qu'on fait? Puis tout le monde alentour, comme si de rien n'était, on va pas le poursuivre. Donc, lui nous mentionne que c'est fréquent, de plus en plus, ça arrive des situations comme ça. Et il pose la question, est-ce que Montréal est en train de se transformer en zone de non-droit? C'est pas la première fois que j'entends cette expression-là. On l'a répété souvent ici à Cube. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et aussi, M. Bergeron rappelle quelques-unes des statistiques de la hausse de criminalité. Déjà, tout ce qui est crime contre la personne, les voies de fait, les agressions
agressions sexuelles, les vols avec violence, ça a bondi de 13%, donc en 2023 par rapport à l'année précédente. Ensuite, de 2018 à 2023, on parle d'une hausse de la violence en général de plus de 50%. Donc, ça continue. C'est énorme la place que ça prend dans notre quotidien. Les gens ont peur. Il y a un sentiment d'insécurité qui est accru. Et il s'est entretenu aussi avec Yves Francoeur de la Fraternité des policiers, qui rappelle que les policiers sont maintenant nos intervenants pas maintenant, mais sont des intervenants de première ligne. Il n'y a pas d'autres ressources qui arrivent avec eux. Donc, à chaque fois qu'ils doivent gérer une situation d'intoxication, une situation de personnes avec des problèmes de santé mentale, c'est des efforts qui ne sont pas fournis ailleurs. Et ce sont des situations qui prennent beaucoup de temps. Je reviens à un exemple personnel, mais un exemple que plusieurs personnes ont vu. Récemment, il y a un sans-abri intoxiqué qui s'est fait interpeller par la police près de nous. Les policiers sont restés pas loin de 30 minutes avec lui. Alentour dehors, il y était 3 policiers presque. Il y en a un 4e qui est venu faire un tour. Et ça, c'est des ressources. C'est 30-45 minutes à juste le regarder pour être sûr qu'il soit correct. Ils veulent pas l'amener au poste, ils veulent pas l'arrêter parce que X ou Y raison qui ont jugé bonne, mais c'est du temps, c'est des ressources, puis ça arrive trop souvent. C'est ce que Maxime Bergeron nous dépeint aujourd'hui dans la presse. Ouais, puis c'est quelque chose qui dépasse même Montréal en phénomène là, auprès des policiers puis des policières du Québec. Faut comprendre, nos agents de la paix, c'est du monde qui font de leur mieux, mais dans plusieurs situations, ils vont faire ce qu'ils peuvent, puis le lendemain, le même crime recommence. Moi, j'ai une source policière qui me confie souvent, puis qui évolue en dehors de Montréal. On est vraiment dans une région, là, plus loin, éloignée d'un grand centre, mais dans laquelle il va intervenir, par exemple, pour un contexte de violence conjugale. La personne va dire « Ah, non. » Là, c'est « Hey, là, c'est fini, là, tu trouves un autre endroit pour dormir. OK. » Et là, le gars brise ses conditions. Amène devant un juge. « Ah, je promets. » Relâché en attendant le reste de son procès. Recommence le lendemain. Ils se font rappeler quotidiennement pour les mêmes affaires. Mais une fois que la police a fait son travail là, d'interpeller, d'emmener devant un juge, après ça, c'est parce que la personne retourne dans les rues. Là. C'est rare, s'il vous plaît, qu'on garde quelqu'un de détenu en attendant son procès puis en attendant sa sentence. Fait que dans ce temps-là, il y a des gens qui retournent dans la rue puis qui recommencent la même chose. C'est encore pire au niveau des gens en situation d'itinérance puis en situation de problème de santé mentale puis de toxicomanie comme on en voit à Montréal. C'est des portes tournantes. Mm-hmm. Tu l'amènes à l'hôpital. Les employés de l'hôpital font « OK, c'est une personne en crise, mais on est vraiment débordé. Comme on peut pas faire grand-chose pour cette personne-là. Monsieur, voulez-vous vous faire aider? » La personne en situation d'itinérance va dire « Non! » Puis va partir. Personne ne peut le retenir. Il va partir, c'est fini. On recommence demain matin. On se revoit demain, gang. Puis pour les policiers, mais c'est exténuant. Pour les employés de la STM, aussi, on les oublie trop souvent, les constables spéciaux qui sont dans le métro, c'est des situations qui se répètent sans cesse. Quelqu'un se fait frapper dans la face, tu vas le voir, tu dis « OK, on peut faire une description, il est parti par où, merci. » Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Qu'après ça, c'est juste... Il faut faire des mesures non seulement en amont, de prévention, mais surtout d'intervention plus directe. Là. Oui, d'augmenter la présence policière dans certains endroits, ça va donner un certain effet, mais pas si t'as pas des intervenants sociaux qui viennent avec, pas si t'as pas un programme efficace pour essayer de sortir les gens de la rue, pas si t'as pas un programme de surveillance accru ou de proximité. Hein, j'en parle souvent dans mes éditoriaux ici. Proximité, c'est ça qu'on demande d'une ville, c'est ça qu'on demande d'une municipalité. Tu sais, d'avoir un comité ou même des gens là, qui peuvent écouter les commerçants puis venir aider directement. Une ligne d'urgence commerçants, restaurateurs, itinérance à Montréal. On existe une là, qui ressemble à ça, qu'on peut appeler, puis que notre collègue Benoît Dutrisac, tu le sais très bien, a déjà appelé ici avec on va envoyer des gens sensibilisés. Exact. Non, ça prend plus que ça. Ça prend même des ressources dédiées juste pour cette gestion-là. Ou quelque chose. Je veux dire, ou quelque chose. Pas des consultations encore. Mais c'est ça qu'on va faire à Montréal. On va consulter pour s'assurer de peut-être savoir quelle situation faire. Et dans 1 an, peut-être que nous déciderons d'intervenir. Honnêtement, c'est effarant. Je rappelle qu'on attend des réponses à la Ville de Montréal. Il n'y en a toujours pas. On va consulter, on va reconsulter, puis on va reconsulter. Mais agir, ça, c'est bien trop compliqué. OK, Cybèle. J'ai les nerfs en rogne. On va s'arrêter ici. C'est beau, merci Alex.